15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Le président Sissi regagne la patrie après une courte visite en Arabie Saoudite qui s'inscrit dans le cadre des relations historiques solides qui unissent les deux pays. L'ONU déclare officiellement aujourd'hui la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient. Dr Moustapha Madbouli assiste à la clôture de la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain, TICAD 9. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné la patrie après une courte visite en Arabie Saoudite en réponse à l'invitation du prince héritier et premier ministre du royaume Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Selon le porte-parole de la présidence, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques solides qui unissent l'Égypte et l'Arabie Saoudite et illustre la volonté des deux dirigeants de continuer à renforcer la coopération bilatérale. Les entretiens entre le président el-Sisi et le prince héritier ont eu lieu dans la ville de Neom et ont porté sur les moyens de soutenir et renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays afin de servir les intérêts communs sur les plans politiques, économiques et du développement. Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont examiné également l'évolution de la situation dans la région, notamment la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les dossiers relatifs au Liban, à la Syrie, au Soudan, à la Libye, au Yémen et à la sécurité de la mer Rouge. L'ONU a officiellement déclaré aujourd'hui la famine à Gaza, la première à toucher le Moyen-Orient, après que ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. Après des mois de mise en garde contre une famine dans le territoire ravagé par la guerre, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, un organisme de l'ONU basé à Rome, a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza et qu'elle devrait s'étendre au gouvernorat de Deir el-Balah et Khan Younis d'ici fin septembre. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a menacé de détruire la ville de Gaza si le Hamas ne renonçait pas à ses armes, ne libérait pas tous les détenus et ne mettait pas fin à la guerre, selon les conditions de Tel Aviv. Rappelons que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné hier l'ouverture des négociations pour libérer tous les otages à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve dans le territoire palestinien où l'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza et en vue d'une offensive annoncée. Plus de détails dans ce commentaire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il a donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous les otages à Gaza et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël. Sans la citer explicitement, il répondait ainsi à la dernière proposition des médiateurs Égypte, Qatar et États-Unis en vue d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien ravagé par plus de 22 mois d'une guerre qui y a fait des dizaines de milliers de morts. Le plan a été accepté lundi par le Hamas. Il prévoit, selon des sources palestiniennes, une trêve de 60 jours durant laquelle doivent être libérés en deux temps les otages du 7 octobre, toujours captifs à Gaza au nombre de 49, dont 27 morts selon l'armée. Netanyahou a en parallèle affirmé être sur le point d'approuver les plans militaires visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien considéré comme un des derniers bastions du Hamas, et à vaincre ce dernier. Signalant que cette offensive pourrait être imminente, l'armée a annoncé avoir commencé à appeler hôpitaux et responsables médicaux de Gaza-Ville pour les prévenir d'une prochaine évacuation complète et leur enjoindre de préparer un plan pour transférer le matériel médical du nord au sud. L'armée a dit avoir assuré ses interlocuteurs qu'elle leur fournirait un lieu pour opérer, que ce soit un hôpital de campagne ou tout autre hôpital.
30 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés à l'aube dans des raids israéliens sur diverses régions à Gaza. Selon des sources médicales, 5 Palestiniens ont été tués lors d'un raid israélien sur une tente de déplacés dans la rue d'El Galeh. Des factions palestiniennes présentes dans les camps de réfugiés au Liban ont commencé hier à remettre leurs armes aux autorités conformément à un accord conclu en mai visant à garantir le monopole des armes à l'État libanais. Un commentaire. Aujourd'hui marque le début de la première phase du processus de remise des armes à l'intérieur des camps palestiniens, a indiqué dans un communiqué le président du comité de dialogue libano-palestinien. L'opération a débuté dans le camp de Brouj al-Barajna à Beyrouth, où un premier lot d'armes a été remis à l'armée libanaise. Un camion a transporté des armes et munitions placées dans des sacs du camp vers un parking voisin où des militaires libanais étaient déployés. Des dizaines de combattants armés de fusils ont aussi été vus devant le siège à Beyrouth du Fatah. L'émissaire américain Tom Barak a salué une étape historique vers l'unité et la stabilité du Liban. Le premier ministre libanais Nawaf Salem s'est également félicité du début du processus qui s'achèvera avec la remise de l'eau supplémentaire dans les semaines à venir depuis Brouj al-Barajné et d'autres. En mai, M. Abbas s'était rendu à Beyrouth, sa première visite au Liban depuis 2007, et y avait conclu avec le président libanais Joseph Aoun un accord prévoyant la remise aux autorités de toutes les armes présentes dans les camps palestiniens. Le Liban est en parallèle sous forte pression américaine pour désarmer le Hezbollah après le lourd de pète infligé au mouvement lors de sa guerre contre Israël l'an dernier. Le 5 août, le gouvernement a chargé l'armée de préparer un plan pour le désarmer d'ici la fin 2025. Une source sécuritaire du camp de Brouj el-Barajna a estimé que l'initiative du Fatah de commencer à remettre ses armes est symbolique, découle d'un accord entre Aoun et le fils du président palestinien Yasser Abbas, actuellement en visite à Beyrouth. Israël poursuit néanmoins ses frappes contre le Liban et maintient ses troupes sur 5 positions stratégiques dans cette région. Le Hezbollah, de son côté, a affirmé qu'il résisterait à toute initiative de désarmement. Les forces de l'armée israélienne ont mené des incursions aujourd'hui dans les villages et les villes des gouvernorats de Konaïtera et Daraa dans le sud de la Syrie. Selon l'agence de presse syrienne, 6 drones israéliens ont pénétré à l'aube dans la ville d'Abyin de la direction de Golan dans la région de Yarmouk à l'ouest de Daraa. 4 véhicules blindés israéliens ont pénétré dans la ville de Konaïtera menant des perquisitions dans les maisons à l'intérieur de la ville et l'armée israélienne a installé un barrage militaire dans cette région. Lors d'un briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'émissaire spécial pour la sécurité et le soutien en Libye, Hanna Tete, a présenté une proposition d'une feuille de route pour résoudre la crise libyenne. La feuille de route prévoit la tenue d'élections présidentielles et parlementaires ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement unifié. Les médias iraniens ont cité que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, aura aujourd'hui une série d'entretiens téléphoniques avec ses homologues français, britanniques et allemands pour débattre des négociations nucléaires et des sanctions. La semaine dernière, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont adressé une lettre à l'ONU dans laquelle ils ont dit être prêts à déclencher le mécanisme de rétablissement des sanctions dit snapback contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. En Colombie, un important dispositif militaire est déployé aujourd'hui au lendemain d'attaques perpétrées par des groupes armés qui ont fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Cette flambée intervient à un an de la présidentielle et quelques jours après la mort le 11 août du favori de la droite Miguel Uribe des suites d'un attentat. Le président de gauche Gustavo Petro a accusé les factions du groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC, forces armées révolutionnaires de Colombie, d'être responsables de ces attaques.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé la milice, les réservistes et tout le peuple à une mobilisation ce week-end pour faire face aux menaces des États-Unis. L'appel intervient après que les États-Unis ont lancé une opération anti-drogue déployant des forces navales dans les Caraïbes, avec la présence notamment, selon une source de l'administration américaine, de 3 navires de guerre dans les eaux internationales au large du Venezuela. Cette semaine, M. Maduro avait déjà annoncé un plan spécial de déploiement de 4,5 millions de miliciens. La milice composée officiellement de 5 millions de personnes, moins selon des spécialistes, est composée de civils défendant l'idéologie de l'ex-président Hugo Chavez, dont Maduro se présente comme l'héritier. Et sur notre page économique, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aujourd'hui à la séance de clôture de la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain, TICAD 9, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de cette séance à laquelle ont participé le Premier ministre japonais, les chefs des pays et des gouvernements africains et les chefs des organisations africaines et internationales, plusieurs sujets économiques, sociaux et politiques ont été discutés. Les dirigeants ont examiné le taux de développement économique en Afrique, l'importance des initiatives qui encouragent l'investissement et les moyens de consolider la coopération entre les entreprises japonaises et africaines. Au menu du sommet figurait la consolidation des capacités des pays africains à régler les dettes, outre la nécessité d'œuvrer à améliorer les services sociaux en Afrique, dont la santé, l'éducation, l'eau potable et l'électricité. La session de clôture du sommet du TICAD a mis l'accent sur l'importance des solutions durables, des conflits et des crises au continent noir, y compris la cybersécurité, la piraterie maritime, le terrorisme, l'extrémisme et les crimes organisés transfrontaliers. Le ministre égyptien de l'Agriculture et de la Bonification des terres a déclaré que le volume des exportations agricoles a atteint jusqu'à présent 6,8 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 650 000 tonnes par rapport à la même période de l'année dernière. Selon un rapport de l'administration centrale de la quarantaine agricole, les agrumes sont en tête des exportations avec une quantité dépassant 1,9 million de tonnes, suivie par les pommes de terre avec une quantité totale dépassant 1,3 million de tonnes. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.